Merci Barweco, merci beaucoup. Merci beaucoup. À ce Merci. soir. À ce soir, oui. Barweco passe ce soir à 20h pour un concert. Et Dans nos cœurs d'hommes, l'âme d'un géant, c'est une chanson qui m'a tout de suite transporté quand je l'ai entendue et qui a résonné avec ce que je vais vous raconter juste là. Donc merci, encore des applaudissements pour Barweco. Merci Barweco. Bonjour à toutes et tous. C'était facile de laisser chanter Barweco, maintenant c'est mon tour. Je suis ravi de vous accueillir. Donc moi je m'appelle Benoît Flamec, je suis dessinateur et ma particularité c'est d'illustrer des sujets comme les expériences de mort imminente, le chamanisme, la physique quantique, les voyages astro. Ce sont des sujets passionnants, pas toujours faciles à comprendre, donc en dessin. Moi, j'ai l'impression de faire de la science-fiction en vrai, donc ça me plaît beaucoup. En écrivant le titre, je l'ai donné comme ça à Gilles, je me suis dit, mais en fait, je ne sais même pas ce que c'est l'inspiration. Je le vis, mais comment je l'explique? Donc en fait, avec ma femme, on a discuté, puis on a séparé inspiration, imagination et créativité. Et l'inspiration, ça serait, pourquoi pas, quelque chose qui vient de l'extérieur, qui vient nous inspirer, nous insuffler un souffle, parce que étymologiquement, inspiration, ça vient du mot souffle. L'imagination, ce serait peut-être le fait d'agencer toutes ces idées-là pour créer quelque chose de nouveau. Et la créativité, c'est le processus de création, je suppose. Après, on pourra en discuter. Et puis, je trouvais chouette cette citation de notre cher Albert, « Créer, c'est vivre deux fois ». Et je pense que vous allez le voir au fur et à mesure. J'adore cette petite télécommande, je vais l'essayer pour la première fois. Alors, je vais commencer par vous parler de Charles Messier. Je ne sais pas si vous connaissez Charles Messier. Ça va faire un parallèle avec tout ce que je vais vous raconter. En fait, Charles Messier était surnommé le furet des comètes par Louis XV. En fait, il cherchait absolument à voir la comète de Halley. Il l'a attendu, et en fait, en le faisant, il a répertorié des tas d'amas d'astres, de planètes, de nébuleuses. Et en fait, il y a un catalogue de Messier qui existe encore aujourd'hui. En fait, ce monsieur, je n'ai pas assez cherché pour savoir s'il l'avait trouvé, mais à mon avis, oui. Et en fait, si vous voulez, ce monsieur a aidé considérablement parce qu'en fait, en cherchant une chose, il a découvert plein d'autres choses. On peut appeler ça une sérendipité. Donc, en guise d'introduction, je pense que c'était bien. Et alors, ma comète de Halley à moi, c'est ce petit personnage-là que je dessinais en 2002, que j'ai commencé à dessiner. C'est un petit personnage que je m'amusais à martyriser, à le faire tomber dans des trous, écrasé par des trucs. Et je l'ai toujours eu avec moi depuis très longtemps. Ça s'appelle un béni, parce que quand j'étais enfant, mes amis m'appelaient béni. Et un jour, je suis parti en voyage humanitaire au Togo, et en revenant, déjà en y allant, je me suis pris une leçon de vie, vraiment, le fait de la différence des cultures et de tout ce que j'ai appris, et avec un besoin intense de raconter une histoire. Je ne savais pas quelle histoire, je ne sais pas de quoi ça va parler, mais de raconter une histoire pour faire du bien. Et je me suis dit, je vais peut-être... La seule chose que je sais dessiner, c'est ce petit personnage. Et en fait, de ce personnage est né un univers que je suis encore en train de créer aujourd'hui. Mais je vais vous en parler juste après. Donc là, je m'y suis remis, j'ai acheté une tablette graphique, j'ai appris des choses. Et puis, voilà, je commence un peu l'aventure. Et là, j'ai retrouvé les premiers dessins que j'avais faits en 2012. Du coup, je commençais déjà à réfléchir à cette histoire. Et en fait, de cette petite créature est né un monde, en fait, avec une planète, avec des créatures, des époques, de la météo, de la géologie. Enfin, du coup, je me suis renseigné énormément. J'ai même créé une carte aussi. Et en fait, ça correspond au yin et au yang qui seraient étalés comme ça. Donc, je ne vous dis pas le processus par lequel je suis passé pour essayer de voir comment ça fait à plat. Et là, je vais vous suggérer un petit exercice. Je ne vous demanderai pas de monter sur scène, ne vous inquiétez pas. Je vais vous raconter brièvement le pitch de l'histoire. Et en fait, j'aimerais savoir ce que ça vous crée comme image.
Voilà, vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Après, bon, je vous préviens, à la fin, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il prend celui-là? Il a des... je pense qu'il... Je sais, voilà, je sais pas d'où ça me vient, mais en tout cas, ça me vient. J'ai volontairement rendu flou les personnages pour que vous puissiez interpréter. Donc, imaginez que vous êtes sur une planète qui s'appelle Zayod. Et sur cette planète vivent des grands primates qui vouent leur existence à la protection de leurs petits. Et en fait, ces grands primates-là, ils ont une particularité, c'est qu'en fait, au contact du soleil, leurs cheveux vont créer des spores comme ça, un peu comme les champignons, qui vont créer des milliers de bénis, des petits bonhommes que vous avez vus. Et ils sont tellement nombreux que ça va créer des vagues, et puis que ça va, au fur et à mesure des millénaires, ça va carrément creuser le sol, faire des canyons. Et ils sont tellement nombreux que ils ont dû s'adapter. Donc il y a un prédateur qui est apparu par adaptation, et en fait, la nuit, ils se font manger, le jour, donc vous imaginez, ça fait un cycle. Et un jour, une espèce arrive comme ça de l'espace, et le héros, qui s'appelle Gaïa au masculin, vit avec son troupeau, et puis il vit sa vie comme d'habitude, et là, tout d'un coup, tout le troupeau, donc des dizaines de milliers de bénis, sont aspirés dans le ciel, comme ça, et en fait, il ne sait pas où ils sont passés. Donc il va passer ces prochains jours à les chercher, et il va, en les cherchant sur sa planète, il va rencontrer d'autres de ces êtres qui s'appellent des golodes. Alors, je ne sais pas d'où ça vient non plus. Hein. Les grands primates dont je vous parlais s'appellent des golodes. Et en fait, il y en a qui sont très anciens et qui ont des connaissances perdues. Et en fait, sur cette planète, il y a une énergie qui s'appelle l'Ode. Et en fait, toute la bande dessinée est basée sur le fait que tout ce dont on parle pendant les forums des médecines de l'âme, par exemple, ou les sujets qu'on aborde en spiritualité, sont leur quotidien à eux. Et le fait de s'incarner dans la réalité, c'est extraordinaire. Donc en fait, j'inverse le pôle, quoi. Voilà. Donc, normalement, je devais mettre une musique, parce que moi, la musique, ça me crée des images. Et donc, voilà. Donc peut-être que vous avez imaginé, mais je vous montrerai à la fin à quoi il ressemble pour de vrai. Donc ça, c'était pour l'introduction. Donc il faut créer ce monde. Je reviens un peu en arrière. Ce monde, je l'ai créé. Donc il fallait que j'apprenne le dessin. Parce que je savais dessiner spontanément, mais j'ai dû apprendre à faire. Donc j'ai regardé des vidéos, j'ai acheté des livres, j'ai fait plein de choses. J'ai acheté des livres aussi scientifiques, donc de paléanthropologie, éthologie, animisme, chamanisme. Et en fait, arrivé au chamanisme, il y a un peu une frontière avec des sujets qui vous importent. Et dans mon histoire, il y a un moment particulier, et c'est le point d'ancrage un petit peu et même de la raison pour laquelle je suis devant vous aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, j'ai un personnage qui donne son âme à un autre. Et en fait, je me suis dit, mais comment c'est possible ce truc-là? Qu'est-ce que c'est une âme? Est-ce qu'on peut la transférer? Quand on meurt, où est-ce qu'elle va? Et en fait, toutes ces questions-là sont venues au fur et à mesure. Donc, je suis allé chercher dans les grandes librairies, mais je ne trouvais pas. Ou alors, c'était dans des rayons où il y avait marqué paranormal, spiritualité, ésotérisme. Mais je voyais ça un peu comme des gros mots. Je ne comprenais pas pourquoi ces sujets-là étaient rangés dans ces rayons. Donc, je fais mes recherches. J'y vais malgré tout. Donc, je me renseigne sur l'expérience de mort imminente. Je lis le livre des morts égyptiens, tibétains. J'essaie de comprendre un peu comment ça marche. Toutes ces histoires. Et en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, pourquoi est-ce que c'est rangé dans ce rayon-là? J'étais surpris. Je pensais que c'était beaucoup plus accessible, en fait, ce genre de connaissances. Et il y a eu un autre moment, décidément, où une libraire m'a conseillé d'envoyer des dessins à Jean-Jacques Charbonnier. Et j'ai pris ça comme quelque chose de beaucoup trop gros pour moi. Mais finalement, ma fille est née et j'avais un petit peu de temps, le temps qu'elle dorme. Et puis je me suis dit, tiens, je vais quand même faire des dessins et puis je vais lui envoyer. Quelques mois plus tard, il me rappelle avec son accent toulousain au téléphone, Jean-Jacques, et il me dit « c'est une super idée, on va faire la mort expliquée aux enfants, illustrée. » Et du coup, je lui ai envoyé ces dessins. Désolé, j'ai peut-être été un peu vite. Et donc, il me parle édition, il me parle monter un livre. Moi, je ne savais pas faire tout ça. Guy Trédaniel m'appelle au téléphone quelques jours plus tard. Il me dit « Oui, comment vous voyez les choses ?» Alors, du coup, j'explique. À ce moment-là, j'étais animateur dans une ferme pédagogique. J'étais au milieu des poules. Il se dit « Mais qu'est-ce que c'est le bruit là ?» Et non, je
Je suis à mon travail. Ah, d'accord. Il me dit, oui, vous savez utiliser InDesign, Photoshop? Oui, 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 oui. Pas du tout. Pas du tout. Je savais pas du tout, mais j'avais tellement envie de faire ça que, bon, moi, j'ai fait un petit mensonge. Je ne l'ai pas encore dit, mais je lui dirai un jour. Et au final, ben, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je commence mon catalogue de Mercier. Donc j'ai eu la chance de faire La mort expliquée aux enfants, La vie expliquée aux enfants avec Jean-Jacques, Les 7 bonnes raisons de croire à l'au-delà, qui est le plus récent. Ensuite, Guy Trédaniel m'a invité à Paris, il me dit, bon, voilà, ça me plaît votre travail, avec qui vous voulez travailler? Le premier nom qui m'est venu, Philippe Guillemant. Donc La mort expliquée aux enfants, et après, La physique de la conscience. Donc Philippe Guillemant, si vous connaissez, c'est assez compliqué. Je ne sais même pas ce qui m'a pris. Décidément, les challenges. Hein. Mais par rapport à l'inspiration, on le verra tout à l'heure, quand on a un défi à relever, c'est aussi là où on va aller chercher les ressources pour y arriver. Ensuite, il y a eu Ce souvenir du futur avec Romuald Le Terrier et Jocelyn Morisson. Et puis, Voyage aux confins de la conscience, qui traite de Nicolas Fraisse, écrit par Sylvie Détiolaz, et Claude-Charles Fourier. Et il y en a d'autres qui sont prévus sur d'autres sujets, mais je ne vous en dis pas plus. Je vais laisser votre imagination imaginer. Et donc, j'aime beaucoup ce proverbe africain qui dit « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » parce qu'en fait, s'ils n'avaient pas été là, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Si vous n'étiez pas devant moi aujourd'hui, bah, je parlerai tout seul et puis on ne pourra pas partager tout ça. Et puis en plus, je parle de ça, mais je parle aussi de ma famille, de mes amis, etc. Donc, est-ce que ce problème de transfert d'âme est résolu? Bah, pas vraiment, mais l'avantage de travailler avec des auteurs qui s'y connaissent bien sur ce sujet-là, bah, c'est qu'on a du vocabulaire et une logique. Du coup, je suis parvenu au cours de mon enquête à trouver des termes comme transmigration des âmes ou encore métampsychose, mais ça a l'air d'être plus proche de ce qu'on appelle le walk-in. Je ne sais pas si vous connaissez tous ces concepts. Mais je vous ai dit, j'ai cherché loin. Et a priori, ce que je veux faire dans cette BD-là, c'est un mélange des trois. Donc, longue introduction, ne vous inquiétez pas, ça va aller vite après. Comment trouver l'inspiration? Donc, je vais vous expliquer, au travers des livres que j'ai illustrés déjà, par quel processus je suis passé pour vous les partager. Ce n'est pas du tout une manière de faire que je vous transmets, c'est juste ma manière à moi. Donc là, ici, le tout premier truc que je fais quand je cherche des idées, je fais des recherches de références. Dans le livre « Ce souvenir du futur », Romuald Le Terrier, en fait, raconte qu'il a vécu qu'il a eu des visions chamaniques lors de prises d'ayahuasca. Et en fait, il s'est inspiré, je me suis inspiré pour représenter ce qu'il a pu voir de peintures qui ont été faites par des chamans suite à leur prise d'ayahuasca. Donc, par exemple, et qui les ont retranscrits plus tard. Donc, moi, après, ça m'inspire en termes de couleurs, en termes de composition, en termes même des créatures qui sont représentées dedans. Donc, par exemple, Pablao Maringo ou Mario Pérez sont parmi les plus connus. Donc là, vous voyez, il y a Romuald qui est un petit peu plus jeune, parce qu'à l'époque, il était plus jeune. Une petite vieille dame, là, que je vous expliquerai juste après. Et puis, le chaman qui l'a initié. Et vous voyez, dans les visions chamaniques, les objets, les plantes et les animaux sont souvent mélangés. Donc là, j'ai mis une tête de paresseuse sur sa casquette. Et voilà la petite dame. Alors, qui est cette petite dame? Eh bien, ce serait la dame ayahuasca, donc une entité qui serait souvent représentée pendant les visions chamaniques. Donc là, c'est moi qui l'ai interprétée, évidemment, elle s'adapte en fonction de chacun. Donc je me suis inspiré de quoi? Donc je vais dans mes références. Donc je ne sais pas si vous l'avez, Grand-mère Feuillage, dans Pocahontas. Les motifs Shipibo, parce que c'était une tribu Shipibo qu'il avait visité, Romuald. Donc j'ai intégré les motifs dans sa robe, et aussi mélangé avec en fait, une espèce de circonvolescence, comme des racines, quoi. Et la liane d'ayahuasca, qu'on va utiliser pour faire le breuvage, sur lequel elle se tient comme une petite balançoire, quoi. Et aussi, ses cheveux sont aussi composés de cette texture. Donc, ça me fait plaisir de vous expliquer ça, parce qu'en général, on voit le dessin et puis on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Mais c'est l'occasion d'approfondir un peu plus. Après, j'ai aussi d'autres exemples.
Par exemple, dans la mort expliquée aux enfants, comme ça parle d'expérience de mort imminente et de mort clinique, il faut bien expliquer le fonctionnement du corps et du cœur, notamment, du cerveau. Donc, je me suis inspiré d'Il était une fois la vie, vous devez connaître aussi. Pour Romuald Le Terrier, quand il était fusionné avec le monde végétal et humain, je me suis inspiré d'un comics de Marvel qui s'appelle Swamp Thing. Et pour notre ami Jean-Jacques Philippe Guillemant et Jocelyn Morisson, Retour vers le futur était tout à fait idéal pour représenter le voyage dans le temps. Là, ici, une autre illustration qui est particulière parce que je pense que c'est le dessin qui m'a pris le plus de temps et en plus, je l'ai fait plusieurs fois dans le livre, Ce souvenir du futur. Ça représente une créature qui s'appelle un ondulien. Donc, Romuald aurait vu cette créature qui représente à la fois l'espace, le temps, le passé, le présent, le futur, l'évolution, le bien, le mal. Enfin, vous imaginez créer ce genre de créature. Donc j'ai intégré carrément des branches d'ADN à l'intérieur comme si c'était son squelette. Donc au niveau technique, imaginez la torture pour essayer de voir comment ça s'imbrique et comment ça se tourne, même pour les écailles et tout, parce que ça se plie, tout ça. Et puis je me suis inspiré de la vipère bleue que je trouve magnifique pour la tête de cet ondulien. Et puis bien sûr des écailles dans lesquelles visiblement, il y aurait des souvenirs dans les écailles. Donc, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Ensuite, un deuxième truc, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous voulez trouver de l'inspiration, il faut relever un défi. Ça veut dire qu'il faut surmonter une difficulté. Dans la physique de la conscience illustrée, je me suis mis comme défi de représenter le temps, l'espace et la matière. Donc, c'est pareil, ce sont des idées conceptuelles très difficiles à représenter. Donc pour ça, il faut que je trouve une feinte, donc j'appelle ça une feinte intellectuelle, c'est-à-dire que je détourne un peu le problème. Au lieu de les faire comme des concepts, je vais utiliser des lieux. Donc, pour le temps, vous voyez le sablier, donc ça c'est un peu évident, avec le sable infini comme ça qui s'écoule. L'espace, quelque chose un peu de distendu. J'ai utilisé un effet qui s'appelle le fish eye, c'est en photographie, c'est amplifié comme si c'était un poisson qui voyait les choses. Et la matière, des cubes un peu serrés comme ça, de boules métalliques, je pense que ça représente bien le concept. Et encore, on va aller encore plus loin, donc j'appelle ça un stratagème cérébral. À un moment, dans la physique de la conscience illustrée, Philippe Guillemant parle d'un univers ou d'un espace-temps en 11 dimensions. Donc 3 dimensions, ok, 4 dimensions, bon. Mais 11 dimensions, ça commence à être complexe. Figurez-vous que j'ai utilisé un abat-jour que j'ai trouvé dans un magazine pour représenter toutes ces circonvolutions comme ça qui pourraient se rapprocher un petit peu de ce que voudrait dire Philippe. Le dieu du hasard, avec le symbole de la loterie, du point d'interrogation, des dés. Et dans La mort expliquée aux enfants, représenter le hasard par un dé, représenter les coïncidences par des pièces de puzzle imbriquées, spontanément, comme ça. On pourrait appeler ça une coïncidence. Et la chance, par le fameux trèfle à 4 feuilles. Ensuite, un troisième truc. Donc on est toujours dans la représentation de concepts, mais là, c'est on s'inspire un peu du folklore et de tout ce qu'on connaît. Et dans La mort expliquée aux enfants, il a bien fallu que je représente l'image de la mort, donc avec cette fameuse faucheuse, qui est apparue pour une première fois dans les peintures de Peter Bruegel. Et en cherchant, je me suis aperçu que en fait, cette petite faucheuse, elle n'est pas partout la même dans le monde. On a tendance, nous les Européens, à croire que tout est pareil que nous partout. Non, pas du tout. Donc dans chaque région du monde, il y a une ou plusieurs représentations de la mort. Là, par exemple, vous avez l'Ankou en Bretagne. Ça, je suis un peu chauvin, vous m'excuserez. Les Shinigami au Japon, la Santa Muerte au Mexique. Elle, la déesse de la mort dans la mythologie nordique. Et puis, dans La vie expliquée aux enfants, il a fallu que je représente un personnage qui représente la vie, vous imaginez le défi. Donc, quand on pense vie, on pense fertilité, on pense couleur. Moi, je pense à un personnage féminin.
Et puis là, vous voyez, c'est ce qu'on appelle du character design, c'est-à-dire tous les processus par lesquels je suis passé pour essayer de représenter ce concept. Comment représenter, dans un livre pour enfants qui parle de la mort, comment représenter l'âme ou l'esprit? Est-ce que ça a une texture? Est-ce que ça a une matière? Quelle couleur ça a? Parce qu'en plus, de l'autre côté, vraisemblablement, d'après les personnes qui ont vécu ce genre d'expérience, bah, en fait, c'est pas du tout les mêmes couleurs, c'est pas du tout les mêmes textures, c'est pas du tout les mêmes codes. J'ai eu la chance aussi de travailler avec Nicolas Fraisse, donc j'ai pu lui poser des tas de questions. Et ça m'arrangeait pas parce que la plupart du temps, il se voit, lui, il se perçoit, lui, quand il sort de son corps. Vous connaissez Nicolas Fraisse? Oui. Nicolas Fraisse, c'est quelqu'un qui est capable de faire des sorties de corps à volonté et puis qui a tendance à maîtriser de mieux en mieux ce phénomène. Et c'est assez rigolo parce qu'on pourrait imaginer que c'est quelqu'un qui est qui a la tête dans les étoiles tout le temps, mais en fait, c'est quelqu'un qui est très, très terre à terre. C'est quelqu'un qui, du fait de ses capacités, en fait, adore d'autant plus profiter de la matière. J'espère que c'est clair pour vous. Et en fait, ça ne m'arrange pas parce que, en fait, quand il me racontait, il me disait qu'il se représentait la plupart du temps comme une boule. Donc moi, pour l'identification à l'humain, pour le lecteur, c'est plus difficile. Donc bon, je me suis amusé, je l'ai un peu mis en super-héros. Et avec toutes les recherches qui pourraient suggérer le déplacement, donc j'ai utilisé la plongée, la chute libre, et puis des références de comics. Un autre petit truc aussi pour avoir de l'inspiration ou trouver de l'inspiration, votre état émotionnel. On pourrait imaginer, certaines personnes ont besoin d'être tristes ou joyeuses ou d'être dans un état émotionnel particulier. Et là, j'ai remis un dessin que j'avais mis dans La vie expliquée aux enfants, qui est inspiré de la roue des couleurs de Plutchik, qui va répertorier les couleurs et toutes les transformations de celles-ci à des émotions. Donc c'est très très intéressant si vous voulez en parler avec les enfants, parce que des fois ils ne savent pas forcément, même nous les adultes, hein, d'ailleurs, on n'est pas fichus de savoir par quelle émotion on est passé. Et ce qui me permet de citer Einstein, qui dit que la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Et pourquoi je dis ça? Parce que j'ai illustré un livre de Philippe Guillemont qui s'appelle « Le grand virage de l'humanité ». Et en fait, ce livre est particulier parce que ça se passait pendant la crise sanitaire et j'étais extrêmement en colère et triste de ce qui se passait. Et en fait, je me suis dit, c'est l'occasion de prendre ma revanche, d'y aller à fond et puis de dire à quel point je suis fâché. Mais en fait, ce n'était pas du tout une bonne stratégie, parce que d'après Philippe, dans le grand virage de l'humanité, en fait, ce virus a été comme un point d'exclamation pour signaler à l'humanité que non. En fait, c'est très bien d'aller vers ce virus a été une bonne nouvelle. Parce qu'en fait, on allait tranquillement vers une société qui nous déplaît. Et en fait, il nous a prévenus, de par le comportement de vous savez qui, que rien n'ira. Et du coup, en fait, c'est très bien qu'il ait été là. Donc, vibrer de la peur et vibrer de la haine, ça ne sert à rien. Ça va créer de la peur et tout ce qu'on craint le plus. Alors que vibrer de la joie et de l'humour, là, c'est plus marrant. Donc, j'ai switché. Et dans le livre, j'ai carrément pris le parti pris d'avoir une approche manichéenne des choses, mais hyper manichéenne. Donc là, ici, vous avez le gentil virus qui passait par là et voilà, qui a chamboulé des choses, mais finalement, il nous a prévenu que ça n'allait pas bien. Donc le petit bateau qui représente le vaisseau humanité a dévié de la route qui nous menait, d'après Philippe, vers le transhumanisme, toutes ces sales idées. Et lui, il passe, quoi, il n'y a pas de problème. Donc je me suis inspiré des kawaii dans les mangas japonais pour le côté mignon. Et à droite, le grand méchant virus qui tue tout le monde, donc là vous voyez bien, je crois que vous avez compris le message, avec la petite chauve-souris qui est en train de déféquer sur la tête du pangolin, ça c'est ma petite voilà, on s'amuse comme on peut. Hein. Et en fait dans ce livre-là, il y a ce côté manichéen qui revient tout le temps, dans le grand virage de l'humanité. Donc là, vous avez par exemple Big Pharma, donc le côté un peu patibulaire de ce personnage-là qui vous veut que du bien, et du coup, avec K,
du livre de la jungle avec ses yeux qui hypnotisent. À droite, bah, le vrai rat de laboratoire un peu dégueu, qui a ses seringues et puis dans les doigts, et voilà, qui vous veut pas que du bien. Mais ça, moi je prends pas parti, hein, moi je fais les deux dessins différents, après vous faites le choix. Hein. Le transhumanisme, avec, vous avez compris la référence, avec le jeu de société, Dr Maboul, et puis bah, Frankenstein, hein, qui visiblement a complètement perdu tout ce qui restait à l'intérieur de sa tête, quoi. Ensuite, bah, les médias, hein, avec, comment ça s'appelle, le Muppet Show, donc le côté un peu marionnette, comme ça, la vérité vraie, et puis à droite, bon, bah, l'hypnotiseur méchant, tout vert. En bas, les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, bah, les Power Rangers qui s'assemblent comme ça, qui vont sauver le monde, la liberté d'expression, ouais, super. Mais non, ça peut être aussi un hydre, les réseaux sociaux. Donc, vous voyez ce que je veux dire par là, c'est que ma colère s'est transformée en jeu. Et du coup, en plus, je laisse le choix. Je n'impose pas ma manière de penser aux autres, je laisse le choix. Parce qu'on est d'accord, la réponse, elle est entre chaque dessin. Donc là, une autre méthode, et là, je reprends le rat un peu dégueu de tout à l'heure, la fusion pour la création. Donc là, une souris, une créature d'un monde fantastique, homme-rat, et une espèce de médecin robotique du futur. Donc, pour créer un personnage, vous mélangez les concepts, et puis vous créez quelque chose de nouveau. Un sixième petit truc, donc là j'ai plusieurs techniques. Alors, notamment pour le dessin, il y a deux techniques qui marchent bien. Si vous voulez trouver des idées, je suppose que c'est pareil quand on parle de musique et d'autres disciplines, le scribble design, c'est-à-dire que vous faites des gribouillages comme ça, sans trop savoir ce que ça va donner, et en fait vous allez voir une forme à l'intérieur et partir de cette forme pour créer quelque chose. Et c'est pareil avec le shape design, si vous faites une ombre comme ça à l'aquarelle ou sur un logiciel ou pas, et en fait vous allez voir. Donc on revient à Philippe Guillemant avec l'information qui est dans le vide et qui n'est pas... Voilà. Après, il y a des petites choses comme ça qui me sont venues, que j'ai écrit comme ça. Quand un dessin est terminé, bah, le laisser de côté, revenir plus tard pour tout de suite repérer les erreurs. Souvent je fais ça, je m'arrête et le lendemain, paf, j'ai tout de suite le regard aiguisé. Moi, c'est du lâcher prise. En parlant de lâcher prise, ben... En fait, des fois, pour avoir des idées, il ne faut pas chercher à en avoir, en fait, tout simplement. Il faut faire autre chose. Ça vient tout seul. Savoir ne rien faire aussi, prendre du temps pour soi, faire du sport, s'offrir dans la nature. Et si, en termes de dessin ou de musique, ou peu importe votre loisir, ou ce que vous aimez faire en termes d'art, pratiquer, ça lance la machine. Et puis, avoir soif de connaissances, surtout parce que là, vous voyez, depuis tout à l'heure, je ne fais que m'inspirer de d'autres références qui ont été créées par d'autres personnes. Ce qui m'amène à un septième truc, ce sera plus une réflexion. Gustave Flaubert disait « Pour que la matière ait tant de pouvoir, il faut qu'elle contienne un esprit ». En ce moment, je suis en train de faire une bande dessinée avec Philippe Guillemant, le pic de l'esprit en bande dessinée. Et en fait, si vous voulez... Je me suis dit plusieurs fois en construisant le storyboard, c'est les essais de composition, est-ce que les personnages dans la BD savent qu'ils sont dans une bande dessinée? Est-ce que nous, ce ne sera pas pareil? Est-ce que nous, on ne vivrait pas notre vie et quelqu'un d'autre, en fait, aurait quelque chose, je sais pas, aurait une influence comme ça sur nous. Et du coup, je trouvais ça rigolo, cette allégorie, et tout ça pour dire que, finalement, avec l'IA qui est très à la mode aujourd'hui, la question, c'est pas est-ce que l'IA va dépasser l'humain, la question, c'est qu'est-ce que l'humain fait de sa capacité de création. Et s'il la laisse à une intelligence artificielle, qui d'ailleurs porte le mot intelligence, mais à mon avis, c'est pas du tout opportun. Et en fait, j'ai rencontré un monsieur qui est IA preacher, donc un prêtre de l'IA, c'est le terme. Et il m'expliquait les bienfaits de l'IA et tout. Et moi, je lui disais, c'est marrant, moi, j'ai l'impression d'être de l'autre côté de la balance. J'essaye de comprendre ce qui anime l'humain, le corps physique humain. Et en fait, toi, tu es en train de me dire que l'humain, qui est Dieu, lui-même, a une main mise sur
l'intelligence artificielle, mais qui risque aussi de le dépasser, quoi. J'espère que j'ai été assez clair, parce que je l'ai réfléchi, mais je ne l'ai pas dit. Tout ça pour vous dire que avoir une grande idée vous transporte, tout simplement. Ce petit bonhomme que je dessinais en 2002, qui aujourd'hui est devenu ce petit personnage, en fait, il y a eu pas mal de temps qui s'est passé entre-temps, et vous voyez, j'ai illustré des livres de personnes qui sont... qui ont des idées originales, pas souvent acceptées. Et en fait, ces personnes-là, je les ai lues pour m'inspirer pour mon histoire avant de travailler avec eux. Donc là, on en revient au principe de la rétrocausalité. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc c'est ce qu'il y a dans Se souvenir du futur, qui a été réexpliqué suite à la physique de la conscience de Philippe Guillemant. C'est l'influence du passé sur le présent, de manière très schématique. Donc voilà, vous imaginez bien que moi, mon idée que je veux absolument faire apparaître dans la réalité a peut-être semé des petites graines dans mon passé, mais alors à condition que le temps ne soit pas chronologique. Okay, donc c'est tout un schéma comme ça. Et là, je vous montre un petit peu à quoi ressemblent ces grandes bestioles, ces grands primates qui sont les personnages de cette bande dessinée. Et l'évolution du trait au fur et à mesure du temps. Et en fait, ces créatures-là représentent tout ce que j'aime, tout ce qui m'inspire. Il y a certains personnages qui sont inspirés aussi de ma vie et de personnes que je connais, même des fois mélangées. Et du coup, j'adore cette phrase de Mandela qui dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Donc, je n'ai pas la certitude que je vais sortir cette bande dessinée un jour, mais en tout cas, j'espère être sur la bonne voie. Et les processus que je vous décris depuis tout à l'heure sont des outils que je me crée pour réaliser ce projet. Donc là, du coup, j'ai quelques illustrations un petit peu plus poussées, avec des protagonistes, donc je ne vous en dirai pas plus. Un petit peu quand même. Celui-là, il s'appelle Vertigo, et en fait, il est capable de planer comme ça avec des membranes, et il va en haut de grandes montagnes, et puis il décolle comme ça pour aller sauver les petits béniques à la rescousse. Ici, celui qui est ici, il s'appelle Echo, c'est celui qui raconte les histoires, et il a une crinière bleue. Les crinières bleues, ce sont des golottes qui ont un niveau d'âme, entre guillemets, plus élevé, et pour raconter ces histoires, en fait, il arrive à être à plusieurs endroits en même temps. Pour raconter les histoires aux petits, pour que ça les inspire et qu'ils grandissent. Et là, une forme féminine, donc ça serait bien plus tard dans l'histoire. Donc là, c'est le féminin sacré, hein, c'est quelque chose qui est très très important pour moi. Donc pour moi, c'est une forme hybride qui est très très importante. Là, ici, celui-ci s'appelle Miwo dans l'histoire. En fait, il est aveugle. Mais il est capable de voir à travers les petits bénis qui sont autour de lui. Donc, finalement, il n'est pas aveugle. Mais comme il a développé des sens et des capacités, il est quand même capable de voir encore mieux que vous et moi, alors qu'il est aveugle. Je pense que je vous ai fait une petite liste de... comment trouver l'inspiration. Moi, je vous ai décrit la manière dont je m'y prends. Mais finalement, en fait, je pense qu'il y a une chose qui est très, très, très importante. Et cette phrase le résume bien. C'est un adulte créatif est un enfant qui a survécu. En fait, finalement, c'était un peu culotté de ma part de vous balancer l'univers comme ça, parce que ça peut très bien déplaire. Mais j'ai tellement de ferveur et de goût à faire ça. Et quand je vois où j'en suis à parler devant vous, et puis après, si ça vous intéresse, et qu'on échange ensemble et tout, c'est déjà ça de gagner. Et quand je vois mes enfants jouer, j'ai des fois ces petites sensations très fugaces de comment c'était quand moi j'étais enfant. Et je pense que l'inspiration, c'est ça. L'inspiration, c'est revenir à cet état
où on n'a pas peur d'être jugé, où on fait ce qui nous plaît avec énormément d'enthousiasme. Et puis voilà, on s'en fiche complètement de ce qui va se passer. Et puis si on a faim, on a très faim. Et puis et si on a envie de raconter des trucs complètement extraordinaires et que ça nous fascine, et ben, devant un public, et ben, allons-y. On se fait plaisir. Si on veut écouter de la musique qu'on adore alors que tout le monde la déteste, et ben, on écoute quand même. Mais c'est garder cet état d'esprit là qui est le plus important. Et le petit dessin qui est à droite, là, en fait, c'est ma fille qui a dessiné ce petit personnage. Elle a 6 ans. Et en fait, un jour, j'ai vu ça sur le bureau. Elle m'a dit « Ah, regarde, papa, un béni ». Donc, j'ai trouvé ça génial. C'est finalement l'enfant dont je vous parle depuis tout à l'heure. Ben, en fait, il traverse les générations. Est-ce que l'âme... c'est pas cet esprit d'enfant? Est-ce que c'est pas cet état dans lequel sont les animaux, instinctifs, à ressentir les choses? Et nous, on est en train, là d'essayer de comprendre ça, d'essayer de théoriser ça avec notre cerveau, mais en fait, finalement, il faut trouver une idée ou des choses qui nous font vibrer, quoi, pour vraiment avoir ce truc, quoi, qui fait que... On m'a déjà reproché d'être trop idéaliste. Je ne sais même pas si c'est possible d'être trop idéaliste. Je pense que c'est une qualité. Donc, on pourra en discuter si vous voulez. Et en fait, bah oui, je suis allé un peu vite, j'étais emballé dans mon truc. Donc, j'ai fini un peu plus tôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Pour répondre à votre question, la bande dessinée, donc c'est une histoire, ce ne sera pas une description des concepts. Après, dans l'histoire, vous allez voir, voilà, c'est ça, par lesquelles il passe. Et pourquoi j'utilise des créatures fantastiques? Parce que je pense que les personnes qui ne sont pas forcément familières avec ces sujets-là ont peut-être besoin d'étapes. Voilà. Donc, eux, ils peuvent le faire. Ah, bon, ça va. Tant que c'est pas nous, ok. Mais donc, voilà, je pense qu'il faut y aller doucement. Et après, voilà, comme je vous l'ai dit au début, moi, je veux raconter une histoire qui fait du bien. Et j'espère que j'ai répondu à votre question. Est-ce que c'était assez précis? Alors, tous les livres que j'ai... en fait, tous les livres que j'ai illustrés ont été écrits par les auteurs, et moi, je les ai illustrés. Donc moi, j'ai rien écrit. Il existe une version non illustrée de chacun de ces livres. Et du coup, qui a été illustrée par la suite. Voilà, c'est ça. Les émotions, pour moi, en dessin, c'est très très important. Et c'est marrant parce que quand je dessine, souvent j'ai la même tête que le personnage que je suis en train de dessiner. Alors, je ne vous raconte pas la tristesse. Comment ? J'ai un miroir qui est à côté de... Mais en fait, je le fais inconsciemment. Quand je fais un personnage joyeux, heureusement que je suis tout seul dans la pièce, parce que je dois tirer les têtes. Et alors, du coup, c'est vrai qu'étant donné que les émotions sont très importantes pour moi, et je vais expliquer pourquoi, et c'est sûrement pour ça que je me mets physiquement à faire ces émotions-là, c'est parce qu'en fait, je pense qu'à travers le dessin, on veut faire passer une émotion, et c'est sûrement la mienne que je veux faire passer. Et alors, je vous remercie de dire que c'est juste. C'est du digital, mais je passe toujours par du dessin organique avant. Je me suis aperçu que quand je commençais au digital, il y avait un truc qui n'allait pas. Les émotions, par exemple, on en parlait. Et les émotions, si je les fais directement sur la tablette graphique, je perds quelque chose. Alors que si je suis au papier, crayon, gomme, que j'entends le son, que je frotte la gomme comme ça pour effacer, que je perçois toutes les petits détails que va faire un trait spontané, la tablette graphique n'imitera jamais ça. Donc je passe systématiquement par le crayon avant. Ça, c'est vrai que c'est des choses dont j'aurais dû parler. Les médiums qui disent avoir des informations ou des voix ou des odeurs ou ce genre de choses, on parle de channeling ou même des messages.
Écoutez, moi je pense qu'il y a de ça, mais comme je l'ai dit à la fin, on doit être dans un état émotionnel particulier. Je pense que quand on est emballé, quand on a le feu sacré à l'intérieur, on est beaucoup plus disponible pour recevoir des informations là, comme ça. Donc moi je pense que c'est un début d'explication par rapport à l'inspiration, donc quelque chose d'extérieur comme ça qui passerait à travers nous, et nous on est le média. Médium, ça vient du mot média. Après, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui vient de moi. On ne pourrait pas occulter ce fait-là, c'est pas possible. Donc on en revient au grand problème de la conscience. Est-ce que la conscience est sécrétée par le cerveau, ou est-ce que c'est quelque chose d'extérieur qui influence celui-ci? Moi, personnellement, je pense que c'est un mélange des deux. Je ne comprendrais pas que ce soit juste le cerveau qui sécrète des idées. Il y a un truc qui n'est pas logique là-dedans, comme l'inverse d'ailleurs, s'il n'y avait que l'un ou l'autre. Et pour revenir à ce que disait Nicolas, ce que je disais à propos de Nicolas, en fait, tout ce qui vous a amené au Forum des médecines de l'âme et vos, je suppose, hein, tous vos questionnements, en fait, finalement, toutes ces idées qu'on déploie sur la spiritualité, sur la conscience, l'âme, en fait, elles n'ont que comme but de nous faire apprécier notre vie dans la matière, à mon avis. Et du coup, c'est vrai que le dessin, c'est chouette, parce qu'en fait, des images qu'on a dans la tête, on peut les partager, quoi. Donc ça c'est vrai que c'est vraiment chouette. J'ai bien fait de finir plus tôt. Moi, je vous dis, je suis comme un petit chien qui court après une balle. Hein. Je ne sais pas trop ce qui va m'arriver, mais là, avec Philippe Guillemant, là, on se connaît bien, on fait une BD ensemble. Et ben, si vous voulez, lui, il dit que pour avoir des idées, il va se promener en montagne. Et du coup, je vais faire des balades avec lui en montagne, mais c'est pas de la petite promenade, hein, c'est de la grimpette. Et moi, j'ai un peu le vertige, et si vous voulez, le pic de l'esprit, c'est l'histoire de personnes qui vont aller monter comme ça, et en fait, le fait d'aller plus haut, c'est de se rapprocher de la conscience, quoi. Donc, sauf que moi, je suis en train de faire exactement la même chose que ce que les personnages vont vivre. Mais en fait, là, pour l'inspiration, on est au top. Vous imaginez? Puis le privilège, je suis avec Philippe, on est dans une espèce d'intimité, on se fait un barbecue le soir, enfin, c'est super, quoi. Avec Romuald Le Terrier et Jocelyn Morisson sur la rétrocausalité, moi, j'ai pas fait d'expérience pour comprendre ça. Par contre, j'ai des petites anecdotes qui sont déroulées, quoi. Il y en a une qui est particulièrement intéressante, et ça revient à mon petit personnage que je dessine. Ce personnage-là, je le dessine depuis longtemps, et j'ai des amis qui le connaissent, du coup. Et quand mes enfants sont nés, j'ai 2 enfants. D'ailleurs, j'en profite pour leur dédier cette intervention, et puis je les embrasse et je les aime très fort. Quand mes enfants sont nés, des amis sont venus me voir et m'ont dit « Mais c'est fou, ils ont les mêmes tronches que tes bonhommes. » Alors là, si c'est pas de la rétrocausalité, je sais pas ce que c'est. Une petite anecdote aussi avec Nicolas Fraisse, parce que Nicolas Fraisse, le voyage astral est souvent critiqué. Nicolas Fraisse, un jour j'étais avec lui au téléphone, et puis je lui dis ouais, Nicolas, bon ok, quand tu es dans l'autre côté, bon, je sais à peu près comment faire, mais quand je te dessine, quand tu es en humain, tu veux que je t'habille comment? Il me dit, écoute, donc on était au téléphone, lui il habitait à Lyon. Il me dit, écoute, tu me mets un petit t-shirt en V et un Bermuda de la même couleur que ton t-shirt. Sauf que... Et du coup, je recule comme ça. Il me dit, oh pardon, t'es pas habitué, mais tu sais, ton t-shirt avec le motif, là. Et là, je dis, ok, d'accord, bon, il y a un truc qui s'est passé. Et en fait, quand j'ai mis la couleur, il m'a dit, oui, c'est cette couleur-là. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien du tout. Mais moi, je suis le premier impressionné. Hein. Puis après, il arrive, je pourrais vous raconter des tas, mais je crois qu'on va manquer de temps. Merci beaucoup. Merci. Merci.